Bonjour à, vous m'entendez? Bonjour à tous, merci beaucoup de cette occasion de vous présenter nos travaux. Donc on va vous parler d'activité physique avec une communication à deux voix. L'activité physique est envisagée dans ses liens avec la santé au moins depuis l'Antiquité et la médecine hippocratique, mais ce n'est que récemment que les standards de la médecine d'épreuve l'ont reconnue à la fois comme une prévention à part entière et comme un traitement à part entière d'un certain nombre d'affections. Donc sa promotion, son intégration dans les recommandations de bonnes pratiques sont relativement récentes. Dans les définitions officielles, l'activité physique est désormais un volet de la nutrition, mais il faut avouer que quand on regarde les versions successives, par exemple du PNNS, du Programme national Nutrition Santé, on voit que ce programme est resté centré au moins jusqu'en 2011, beaucoup plus sur l'alimentation, en étant plus léger sur le volet activité physique. L'évaluation du niveau d'activité physique pose beaucoup de problèmes méthodologiques, dans lesquels je ne vais pas du tout entrer. On estime néanmoins que ce niveau est insuffisant pour environ la moitié de la population en France, qui est donc jugée trop sédentaire et qui serait susceptible de bénéficier de conseils pour bouger davantage, avec en théorie des gains et de santé et de bien-être à la clé. Malgré l'effervescence, on va dire, actuelle autour de l'activité physique, il est beaucoup plus incertain de savoir comment agir pour mobiliser davantage les personnes. Il s'agirait d'arriver à modifier en profondeur, durablement, des comportements qui sont complètement pris, complètement ancrés dans les modes de vie quotidiens des personnes. En termes sociologiques, puisque je suis sociologue, il s'agirait d'une resocialisation quelque part à l'activité physique hors travail. Les interventions se multiplient, les évaluations disponibles à ce jour ne trouvent pas toujours des effets très probants à moyen terme, que ce soit en termes d'augmentation effective durable de la dépense physique ou que ce soit des effets mesurables sur les paramètres de santé. Néanmoins, il paraît tout à fait logique et sensé aujourd'hui d'essayer de faire appel aux professionnels de santé, aussi aux professionnels d'activité physique, pour les inciter à dispenser un conseil de proximité, un accompagnement pour motiver les personnes concernées par ces gains potentiels de bien-être, de santé. Alors, comment ce sujet de l'activité physique croise-t-il celui des inégalités sociales de santé qui nous occupe ce matin, et avec des niveaux évidemment d'inégalité particulièrement marquants et interpellants en France? Nous savons à la fois qu'il existe un gradient social en matière d'activité physique hors travail, quel que soit l'indicateur de statut socio-économique, mieux vous êtes placé dans la hiérarchie, plus vous avez de chances statistiquement d'avoir une activité physique de loisir. L'INSERM a d'ailleurs consacré en 2014 une expertise collective aux inégalités sociales de santé en lien avec l'alimentation et l'activité physique. Donc c'est tout à fait un marqueur de la prise de conscience de ce problème, même si encore une fois dans ce travail, l'activité physique a moins de place que l'aspect alimentation. Potentiellement, on vient de le dire, la prévention en général, le conseil en activité physique en particulier, pourrait contribuer à limiter les inégalités sociales de santé. Sauf que, comme toujours, dans le monde social comme il est, c'est un peu plus compliqué. Si ces conseils sont davantage délivrés ou sont mieux reçus par des personnes plus favorisées, le résultat, en termes d'inégalité, pourrait être beaucoup moins favorable, voire les écarts pourraient s'accroître au fur et à mesure qu'on développe la prévention, si elle n'est pas appropriée de façon égale ou voire supérieure par les gens qui en ont le plus besoin. Donc on sait que ce n'est pas une hypothèse d'école quand on regarde un petit peu les écarts sociaux depuis les années 2000 en matière d'obésité, notamment chez les enfants, ou en matière de consommation de tabac. Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête. Voilà pour le cadre. Dans cette communication, nous voudrions nous intéresser aux attitudes et aux pratiques des médecins généralistes autour de ce conseil en activité physique, sans perdre de vue cette problématique des inégalités sociales, des ISS. Donc il ne s'agit pas de laisser penser que les généralistes seraient les seuls concernés, mais ce sont effectivement les seuls professionnels de santé consultés par vraiment toute la population de façon régulière. Donc on leur demande aujourd'hui de s'impliquer davantage dans ce conseil. La dernière loi ne me fait pas mentir. Mais vous savez qu'on leur demande concomitamment beaucoup d'autres choses, la périnatalité et pas que. Et on ne sait pas grand-chose à ce jour de ce qu'ils font vraiment en matière de conseil en activité physique, puisqu'on n'a pas de prescription qui serait traçable par l'assurance maladie, donc ça reste un domaine très, très opaque.
Dans le questionnaire du baromètre santé médecin généraliste de l'INPES, toutefois, on voit que les généralistes ne rapportaient pas de difficultés particulières avec l'activité physique. En comparant par rapport à d'autres préventions, ce n'était pas un soin sur lesquels ils se sentaient particulièrement dépourvus ou démunis. Donc notre question, c'est d'essayer de voir comment, à quelles occasions les généralistes participent-ils à la promotion de l'activité physique. Est-ce qu'ils le font de la même manière avec tous les profils sociaux, notamment de patients, et est-ce que leur intervention à la matière va plutôt dans le sens d'une réduction des ISS ou pas, une réduction, pardon, des inégalités sociales en matière d'activité physique, de sédentarité. Les travaux que nous allons nous développer devant vous, donc, ils proviennent de 2 études sur les soins préventifs en médecine générale, une étude épidémiologique, une étude sociologique, et Laurent va vous présenter la méthodologie. Donc oui, nos résultats mobilisent deux enquêtes menées sur les soins préventifs en général, même si aujourd'hui on parle que de l'activité physique. La première étude est une étude de type épidémiologique, c'est une étude transversale. On a effectué un recueil de données auprès de 52 médecins généralistes volontaires et maîtres de stage. Chez chacun de ces médecins participants, on a tiré au sort 70 patients dans leur liste médecins traitants fournis par l'assurance maladie, et donc 35 hommes et 35 femmes entre 40 et 74 ans. Soit environ donc 3640 patients dans cette étude. Des données ont été recueillies de façon bilatérale, à la fois du côté des patients et du côté des médecins, sur les soins préventifs reçus. Cette étude avait pour but général donc d'évaluer la qualité des soins préventifs dispensés en soins primaires et plus spécifiquement d'évaluer les gradients sociaux face à ces soins. La deuxième enquête est une enquête de type plus sociologique, qui s'appelle cette fois-ci PrevCali, et qui a été menée avec des entretiens semi-directifs qui ont été réalisés auprès de près de 100 médecins généralistes, cette fois-ci des médecins généralistes tout venants, qui exerçaient cependant tous en Île-de-France. Les médecins généralistes étaient interrogés donc, autour de leur expérience concrète des soins préventifs dans une première partie, et ensuite on leur demandait de choisir 1 ou 2 soins préventifs spécifiques et donc de s'exprimer autour de ceux-ci. Donc, dans le cadre de cette enquête, une vingtaine de médecins généralistes ont spécifiquement été interrogés donc, sur leur pratique du conseil en activité physique. Alors, en ce qui concerne notre présentation, je vais d'abord vous présenter rapidement les résultats des analyses statistiques à propos de l'activité physique et des inégalités sociales que nous avons observées. Ensuite, nous aborderons les résultats de l'étude qualitative et nous nous interrogerons pour voir dans quelle mesure on peut mieux comprendre la façon dont les soins sont dispensés, et est-ce que les interactions qui ont lieu au niveau de la relation médecin-malade permettent de mieux comprendre les inégalités sociales qu'on observe au niveau macroscopique. Alors si on se place tout d'abord du côté des patients, donc c'est les résultats de l'étude PrevCanti, eh bien on observe qu'à la fois chez les patients masculins en bleu et chez les patientes en rouge, eh bien il existe des gradients sociaux concernant le fait de déclarer une activité physique. Alors, pour rentrer un peu dans le détail, donc la première ligne montre l'échelle sociale, du haut en bas de l'échelle sociale, avec plusieurs indicateurs de position sociale qui ont été étudiés, à la fois la dernière profession, ensuite le niveau d'études et enfin la situation financière perçue. À l'intérieur de chaque table, on a des odds ratios qui vont croissant. Si je prends le premier, ça fait 1, 1,11, 1,51, 1,72, ce qui signifie que la probabilité de répondre non à la question de pratiquez-vous une activité physique régulière, eh bien, augmente lorsqu'on descend le long de l'échelle sociale. On observe ainsi un gradient social donc chez les hommes, à la fois pour la profession, le niveau d'études, mais également aussi partiellement au niveau de la situation financière perçue. Et on observe le même type de gradient, avec des gradients qui sont même un petit peu plus nets chez les patientes.
Alors, si on se place maintenant du côté des médecins, ces médecins, que font-ils? Comment dispensent-ils les conseils en activité physique? Sont-ils adaptés? Sont-ils variés en fonction du profil social des patients? Eh bien, les tableaux montrent également... Pardon, j'ai du mal à changer. Voilà, les tableaux montrent également des gradients sociaux, mais cette fois des gradients sociaux qui sont un petit peu moins marqués, mais qui existent quand même, à la fois chez les hommes et chez les femmes. Ainsi, le conseil en activité physique est moins important, les conseils dispensés sont moins importants dans le bas de l'échelle sociale, hein, et on en arrive donc à la conclusion que les conseils dispensés par les médecins généralistes sont, entre guillemets, peu adaptés aux inégalités sociales de santé, puisque les médecins dispensent moins de conseils aux patients qui en auraient le plus besoin. Donc, est-ce que les pratiques des médecins généralistes sont de nature à diminuer les gradients sociaux? Peut-être pas, peut-être plus ils sont en rapport avec une reproduction de ces inégalités sociales. En tout cas, on pourrait penser que ce serait plus intéressant que les gradients soient inversés au niveau du conseil. Mais plutôt que de critiquer les pratiques des généralistes et de leur expliquer ce qu'ils devraient faire, nous avons essayé plutôt de comprendre l'expérience qu'ils avaient du conseil en activité physique et de savoir dans quelle mesure le statut social des patients intervenait dans leur pratique de conseil. Donc, je vais vous parler un petit peu des résultats de nos entretiens approfondis. Donc là, il s'agissait d'explorer assez finement la construction des styles de pratique en matière de conseil en activité physique. Et je ne vais pas le faire là, mais sachez que ça a été fait. Comme on avait travaillé sur la plupart des préventions recommandées, on avait sans cesse des allers-retours entre les différents soins et des points de comparaison. Donc, dans les résultats concernant l'activité physique, je vais vraiment sélectionner ce qui me semble éclairer l'approche socialement différenciée de ce conseil en activité physique que donnent les généralistes. Tout d'abord, c'est un conseil qui a un statut spécial dans un sens qui est un peu défavorable, à savoir, tous nos entretiens ont trouvé une difficulté commune à considérer ce conseil comme un soin médical valable, hein, quelque chose dont il conviendrait de s'occuper très, très sérieusement, qui serait au cœur du métier. D'abord, les généralistes manquent de connaissances et de savoir-faire précis en la matière, et là aussi, ce n'est pas pour leur jeter la pierre, hein. La formation initiale sur l'activité physique reste objectivement très, très limitée. En plus, elle est centrée sur le certificat de non-contre-indication à la pratique sportive. L'offre de formation continue spécifique, on a fait un petit peu un pointage dans les organismes qui proposent des modules de formation. Elle est très limitée, ou elle est noyée, entre guillemets, dans la nutrition. À côté de ces problèmes-là, on a un problème de relation et même de légitimité avec des généralistes, qui ne se sentent pas à l'aise pour s'autoriser à chercher à peser au nom de la norme de santé publique sur ce qu'ils considèrent principalement comme une affaire de goût, une affaire de loisir, de plaisir, de liberté finalement. Cette crainte d'être casse-pied, je cite, ou d'être en porte-à-faux par rapport aux préoccupations du patient, on la rencontre sur la plupart des soins préventifs, mais c'est ici qu'elle est la plus forte. Ça vous donne un peu la toile de fond. L'activité physique n'est pas intégrée dans les routines médicales. Il y a ce qu'on appellerait une acculturation de ce soin qui commence tout juste à se faire, qui n'est pas du tout abouti. Donc ça veut dire pas de dépistage systématique qui traverserait les barrières sociales. Ça veut dire pas d'évaluation, pas de conseil en routine, pas d'annotation dans les dossiers, même quand on en parle, ce n'est pas quelque chose qu'on va noter. Jamais de consultation dédiée au conseil en activité physique. Alors il arrive qu'on en parle quand même, mais ça se fait de façon contingente, ça se fait selon les médecins, ça se fait selon plein de circonstances de la consultation, et donc ça ne se fait pas avec tous les patients ou presque. Du côté du praticien, une influence notable de son expérience personnelle en matière de sport. Encore une fois, on retrouve ça sur d'autres soins préventifs, mais pas de façon aussi accusée. Donc c'est le plus optionnel, si je peux dire, des conseils hygiéno-diététiques, c'est le plus optionnel des soins préventifs recommandés que nous avons étudiés. Si on fouille un petit peu ces contingents, ces circonstances, en quoi ça nous éclaire sur la production des différences sociales dans la manière de s'occuper des patients? Pour un généraliste normalement concerné et motivé, il faut déjà qu'il n'y ait pas trop de sujets à envisager auparavant. Comme on est dans une intrusion, quelque chose qui n'est pas très légitime, comme on craint de casser les pieds aux patients qui ne vont pas être réceptifs, il vaut mieux avoir un bon motif médical pour le faire. Idéalement, une biologie perturbée, ça ancre dans du solide.
Les justifications de l'évitement du sujet avec des patients qui seraient potentiellement indiqués, on va dire, c'est les justifications des médecins mêlaient une évaluation de la condition physique vécue, ressentie par le patient, et une évaluation psychosociale de ses ressources pour se prendre en main et bouger davantage. Avec un paradoxe majeur qu'on a trouvé uniquement sur ce soin-là, qui est finalement quasiment un retournement des indications théoriques de l'activité physique en frein. C'est-à-dire qu'il y a une anticipation de la part des médecins, éventuellement des risques de l'activité physique quand vous êtes déjà dans un état cardiovasculaire un peu dégradé, mais surtout des réactions négatives des patients. Les indications tiennent mal en situation, face au patient concret, avec son mode de vie concret, avec ses douleurs et ses plaintes à lui. Donc ça conduit à éviter de parler d'activité physique assez régulièrement, éviter d'en parler à des personnes qui ont des problèmes d'obésité, à des personnes qui ont des douleurs articulaires, à des personnes qui ont des syndromes dépressifs. Et toutes ces choses-là, on sait que la prévalence augmente quand on descend dans l'échelle sociale. Le seul cas d'emblée favorable, c'est donc celui où le patient lui-même est demandeur, et ça intervient que dans un cas un peu spécial, celui de la demande de certificat le plus souvent, et par définition, ça n'arrive qu'avec des patients qui sont déjà concernés par l'activité physique, qui ont déjà fait la démarche, qui en font ou qui veulent en refaire par eux-mêmes. Donc socialement, ça va encore être quelque chose qui oriente la pratique. Et ça remet le généraliste en position de censeur, de modérateur responsable des risques qu'il fait prendre à son patient quand il l'autorise à faire de l'activité physique. Donc on n'est pas sur le rôle incitatif, hein, c'est pas ça qu'il y a. Et puis surtout, on a trouvé des processus sociaux discrets qui sont largement implicites de triage des patients avec lesquels ça vaut le coup, ça peut valoir le coup et ça semble pertinent, approprié de parler d'activité physique par rapport aux autres avec lesquels c'est perçu comme inadapté, inapproprié. Ces processus, ils n'interviennent pas en apesanteur sociale, et notre hypothèse, ça serait que c'est à travers ces processus que se met en place l'essentiel de la discrimination sociale sur ce soin. Donc les généralistes réalisent des adaptations, ils jugent en singularité clinique, est-ce que c'est pertinent de parler de ça à ce patient à ce moment-là? C'est peut-être très réaliste. C'est peut-être des anticipations en partie biaisées, hein, je n'ai pas les moyens de le dire, mais en tout cas, ça contribue à alimenter la formation du gradient dans le conseil dispensé. On a un dernier volet de résultats, mais je vais surtout vous laisser regarder les images, les petits textes. Un volet de résultats qui concernait la conscience que pouvaient avoir les généralistes des gradients dans les pratiques sportives spontanées des patients. On a posé systématiquement la question, on a obtenu des réponses très confuses et parfois complètement contradictoires dans le même entretien. Alors oui, la précarité, le manque de ressources au sens large, c'est intégré dans l'appréciation de la situation où on se dit, là, c'est complètement inadapté de lui demander d'aller courir, de se lever plus tôt le matin, etc. La situation aussi de travailleurs physiques, manuels physiques, qui rentrent dans un état d'épuisement physique, et c'est un obstacle. Et puis il y a des incertitudes de fond quand même de ce médecin qui parle à la fin, qui se pose quand même des questions un peu fondamentales sur c'est quoi les équivalences entre les types d'activités physiques. Elle est déjà crevée par son travail. Si je lui dis faudrait faire du sport en plus, qu'est-ce qui fait vraiment du bien dans l'activité physique, quand elle est déjà importante au travail de façon imposée et contrainte. Mais le plus souvent en interview, c'est pas ça qu'on a entendu, c'est des généralistes qui ont sélectionné, sans aucun coup de pouce de notre part, l'exemple de cadres débordés qui manquaient vraiment de temps pour faire de l'activité physique. Et il y a peut-être un brin de réflexe ethnocentrique dans cette affaire. On nous dit, quand vous voyez comment les gens sont débordés et qu'on va leur demander de faire du sport en plus, et là c'est systématiquement des cadres, des gens très occupés qui vont être cités. Et puis il y a même des gens qui nous ont expliqué qu'il n'y avait aucun frein, par exemple économique, que tout le monde pouvait aller marcher ou courir au Luxembourg. Donc c'est quand même assez joli. Donc si les considérations sociales interviennent ici, on n'a jamais trouvé de représentation vraiment construite de ce qu'étaient les inégalités sociales sur cette pratique-là. Un petit mot de conclusion, tu veux bien? Merci. Alors à l'heure où les actions se multiplient pour élever le niveau d'activité physique dans la population à des fins de santé, évidemment, veiller à ne pas creuser les écarts, ça semble tout à fait essentiel. Les conseils délivrés par les généralistes, ils peuvent, selon la formule consacrée, faire partie plutôt de la solution ou faire partie plutôt du problème. Et c'est vrai que nos résultats vont plutôt dans le sens de la deuxième alternative, malheureusement. Donc nous avons vu les gradients de Prevcanti.
En regardant de plus près les logiques de pratique des généralistes grâce aux entretiens, on a trouvé une situation plus complexe où il y a un profilage social, un triage, un profilage social des pratiques qui est très largement indirect. Donc c'est très bien, je pense, d'améliorer le degré de connaissance, de conscience des gradients sociaux dans les comportements de santé des patients et dans les façons de travailler des médecins généralistes. Ils sont aussi demandeurs de réflexivité. Mais il faut aussi peut-être penser à entendre, enfin en tout cas ne pas traiter forcément par le mépris, les difficultés qu'ils rapportent face à certaines personnes, les inciter à s'engager dans un mode de vie plus actif. Comment, de façon plus réaliste et humaniste, qu'est-ce qu'on fait de ce problème de l'effort pour une pratique qui est censée relever du loisir, du goût, du plaisir, ces efforts supplémentaires que peut représenter l'activité physique prescrite, aujourd'hui on nous dit que ça va être des ordonnances, dans une vie qui est déjà pas mal contrainte par des conditions de travail, souvent manuelles, et des conditions de vie. Je vous remercie beaucoup.